Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Nous pourrions dire, écrivait Paul Preciado dans Libération, le 15 janvier 2018, nous pourrions dire que la masculinité est à la société ce que l'État est à la nation. Le détenteur est l'usager légitime de la violence. Cette violence qui s'exprime socialement, sous forme de domination. Qu'est-ce qui peut encore faire rêver dans cette masculinité et dans la virilité aujourd'hui décriée, chantée abusive, repensée, reconfigurée, mais décrite il y a quelques siècles par le peintre Rubens comme la vraie perfection de la figure humaine, l'ouvrage immédiat de la divinité. Qu'est-ce qui se joue dans les enfances, dans les regards parfois des petites filles, pour que cette définition vainque encore ? Vous écoutez Transfert, et voici l'histoire de Mariette, par Caroline Gillet. Je sais pas si j'ai 21 ou 22, je sais plus, mais du coup, un soir, on va dans une boîte de nuit et tout, et on danse. Je crois que c'était un truc un peu hip-hop ou un truc comme ça. Et là, il y a un mec qui arrive avec un blouson en cuir, trop beau, pas très grand, un peu baraque. On voit sa force, quoi. Et il faisait hyper chaud, c'était en sous-sol. Et du coup, il faisait hyper chaud, il y avait une buée totale. Et il se met au fond, un peu en hauteur, je sais pas s'il était sur une chaise ou un truc comme ça, et puis il regarde, comme ça. Il était tellement beau. J'ai l'impression d'avoir fait énormément de soirées pour enfin que l'homme arrive, que mon prince arrive. Et il était arrivé, et je faisais un peu semblant de parler à tout le monde. Je faisais des stratagèmes pour montrer mon profil le plus super. Et il avait un truc très très désirable de... Tu comprenais pas son focus. Il regardait la salle. En même temps, il avait la possibilité de te voir. Et donc, tu pouvais imaginer qu'il te regardait. Du coup, il y avait un jeu de c'est moi, c'est pas moi. Bien sûr que c'est moi. Je sais pas, il y a ces mecs qui ont ça, t'as plus ou moins l'impression d'avoir été choisi, quoi. Et en fait, pas du tout. Et du coup, mais c'est évidemment que c'est moi. Et du coup, ouais, un truc imprenable, quoi. Il est imprenable parce qu'il regarde tout, il regarde... mais il te regarde aussi. Et c'est il te regarde aussi qui est une porte d'entrée, quoi. Il appartenait à personne, quoi. Il était hautain, il dansait pas, il regardait. C'était le vrai mâle alpha, quoi, mais naturel. J'ai l'impression que les vestes en cuir avaient été inventées pour lui, quoi. Et du coup, quand t'as ça sous les yeux, t'es totalement happé. Quand t'es happé, t'as l'impression d'y appartenir. Et donc, t'as absolument l'impression de forcément lui plaire. J'étais sûre que nos vies devaient être... on devait s'aimer l'un et l'autre. Je sais pas, j'étais en connexion, quoi. À un moment donné, j'arrivais plus à le voir, quoi, donc il était parti. Donc tout est devenu extrêmement chiant en une demi-seconde. Et c'est pas que je rate ma vie, il fallait que je parte tout de suite. Donc j'ai dit au revoir à tout le monde assez vite. Je sors de la boîte de nuit, donc nouveau décor, quoi. C'est plus les corps sensuels, la chaleur et ce cocon de rêve comme ça où t'as l'impression que t'as déjà tout réalisé. En fait, t'es dehors dans le froid. Je le cherche. En même temps, je me dis, s'il est là, dans les alentours, j'ai intérêt à quand même rester belle et sûre de moi. Et donc, je cherche vite, mais d'un pas très de chat, comme ça. Et donc, je suis sur le trottoir et là, je le vois. Donc, je m'allume une cigarette. Je regarde par en dessous, là, pour voir si je loupe aucun moment de visibilité. Là, je suis vraiment en chasse, là. Et en fait, il est en train de prendre sa manteau un peu plus loin. Je suis hyper rassurée déjà de le voir parce que je me dis que c'est possible, quoi. J'ai retrouvé.
Il n'est pas parti. Après, je m'imagine un tout petit truc, genre peut-être qu'il m'a pas attendu, mais qu'il a peut-être traîné. Je l'imagine comme ça. Il est devant, là, avec sa moto, et je vois qu'il a 2 casques. Et du coup, je vais le voir tout doucement. Enfin, moi, j'allais très, très vite dans ma tête. Mais je contrôle mon pas de féline. Et je dis, excuse-moi, est-ce que tu pars là? Il me dit, bah ouais, je pars. Je suis assez assurée. Je pense que je tiens pas mal le rôle de la femme fatale. Et du coup, je lui demande, ok, tu rentres, mais t'as 2 casques, donc t'en as un pour moi. Et est-ce que je peux rentrer avec toi? Il me dit, non. Mais je suis pas déçue non plus. Je suis outrée. Je comprenais vraiment pas. Il me regarde même pas perplexe. Et en fait, je me rends compte que ma question est vraiment absurde. Mais je reste fière parce que j'ai imaginé son nom comme bah non, ma chérie, je vais rentrer ce soir parce que j'ai du travail et j'ai envie de prendre un peu mon soir pour moi, quoi. Mais voilà, ça m'a pas brisé le cœur. Je crois que je rentre chez moi, mon cœur est comblé, quoi. La place est prise. Ça a vraiment commencé, quoi. L'histoire a vraiment commencé. C'était une période où j'étais effectivement en recherche, mais je m'aimais pas beaucoup, quoi. Ou les moments où tu cherches à être déçu, où tu vas vers les choses qui vont te décevoir forcément, mais ça, tu le comprends vachement après. J'avais aussi raté l'école, un peu mon rêve suprême d'intégration. Même aux Beaux-Arts, où c'est quand même assez cool, bah, j'ai pas réussi à suivre le côté scolaire ou d'examen, tout ça. Et donc, je suis partie en 3e année. Et du coup, j'étais totalement perdue, j'ai arrêté. Et j'avais quitté mon premier amour. Et du coup, je crois que je faisais le deuil de lui. Moi, j'étais très, très mélancolique. Donc le lendemain, un lendemain normal de dimanche matin, je raconte à mes amis les plus proches, à mes copines, l'homme que j'ai rencontré. C'était un mec absolument incroyable et que c'était vraiment le bon, quoi. J'ai cherché, en fait, quand tu cherches très vite, tu trouves les connexions d'amis, et je me suis aperçue qu'en fait, il était pas si loin de mon groupe d'amis et qu'il y avait 3 ou 4 copains, mais que je connaissais pas vraiment, qu'il connaissait. Un des gars me dit ah ouais, t'es amoureuse de Tom, mais non mais tu peux même pas imaginer, genre il est des milliards de meufs. Et le mec me dit ouais, mais c'est un mec un peu étrange, tu sais, c'est un mec hyper solitaire. Et moi je bois ses paroles et c'est encore de mieux en mieux. Et je me dis oh là là, mais c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Et il dit mais ouais, mais en plus je crois que je sais pas dans quoi il est là, mais je le vois pas trop en ce moment, tout ça. Mais ouais, enfin, ouais, bah vas-y, appelle-le. Mais bon, tu me déçois un peu, quoi, Mariette. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé cette idée, mais en tout cas, je l'ai appelé. Il répond pas tout de suite, il répond 3-4 appels, je lui laisse surtout pas de message. Parce que j'avais vraiment terriblement peur de me planter et de pas pouvoir récupérer quoi que ce soit dans le cosmos, là. Et donc, j'attends qu'il me réponde et qu'il décroche. Et là, il décroche. Et c'est hyper intimidant parce que il avait un peu une voix un peu, je sais pas, d'un ouvrier que t'appelles, qui est dans son bureau, dans son garage, tu sais, un truc, j'ai pas le temps du tout. Enfin, je sais pas, une voix, allô? Enfin, donc, et là, je lui sors un truc absurde. Je lui dis, salut Tom, je sais pas si tu te souviens de moi, on s'est vu il y a quelques semaines dans une boîte de nuit et c'est moi qui suis venue te demander un casque pour rentrer chez toi. Et il me dit ouais, je vois. Là, je suis putain, merde. Ouais, il voit. Du coup, il a pas l'air du tout accueillant, donc il voit très bien qui je suis. Et là, je redouble et je lui dis oui, alors en fait, je t'explique.
Voilà, je suis assistante de directeur de casting. Et en fait, j'ai parlé de toi parce qu'en fait, là, on est sur un film et on est sur un casting. Et enfin, je t'ai vu là dans la boîte de nuit et il y a un rôle, le premier rôle du film. Et je pense que c'est pour toi, quoi. Et là, je crois que je n'ai pas tout à fait toute la conscience de ce que je viens de balancer et de comment je vais faire pour récupérer ce truc-là. Mais en tout cas, il me dit ouais, enfin, je suis pas très intéressée par le cinéma, mais je dis bah ouais, enfin, si tu veux, on peut. Enfin, je sais pas, est-ce que t'es disponible pour qu'on se voit, tout ça? Et là, il me dit un truc fatal et génial. Il me dit non, mais en fait, je suis vraiment pas du tout cinéma et en plus là, j'ai beaucoup trop de travail. Donc j'ai pas, non, j'ai absolument pas le temps. Et donc là, je trouve ça encore plus formidable. Et je lui dis, ah bon, t'es sur quoi? Tu travailles dans quoi? Là, je me dis, ok, j'ai 3 minutes pour tout comprendre de lui, et parce que je comprends qu'il va raccrocher. Et il me dit, non, mais là, je suis en train de réparer un bateau. Alors là, je suis en transe. Et il me dit, ouais, je suis en train de réparer un bateau pour aller voyager. Je vais faire le tour du monde. Là, je m'étrangle. Là, je suis en train de comprendre que c'est un aventurier. Et donc, il faut que je me refasse un personnage très, très vite. Et du coup, ah ouais, j'adore les voyages. C'est vrai, le bateau, tout ça. Je dis, c'est vrai, Paris, c'est nul. Et où est-ce qu'il est, ton bateau? Et il me dit, bah, je suis à Mantes-la-Jolie. Je le répare, quoi. Je sais pas, ça va me prendre... J'ai pas le temps, ça va me prendre 1 mois, 2 mois, je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup de travail. Salut. Et là, je me souviens très bien, je vois tout. Je vois moi sur l'immensité absolue, sur le bateau, je sais pas où, mais en tout cas, un départ, quoi. Et je me dis, putain, c'est ma vie, quoi. Et donc, je me réveille un peu là et je prends mes affaires. Je sais pas pour combien de temps, je m'étais pas du tout questionné combien de temps je partais, mais du coup, j'ai pas du tout... Il y avait aucun calcul, quoi. Ça aurait pu être une après-midi ou 1000 ans, je partais, quoi. Donc, du coup, je pense que le matériel est un peu abstrait, mais en tout cas, je prends des culottes, un jean 501, pensant que ça va me faire des jolies fesses, mais j'aurais dû prendre plusieurs jeans. Et ouais, un tout petit sac, en tout cas. Un livre, des culottes, un sac et pas grand-chose, quoi. Et donc, je vais Gare Saint-Lazare. C'est juste après le coup de fil. Et je crois qu'il est 5 heures de l'après-midi. Et je vois Mantes-la-Jolie, je prends le train. Et là, je commence à un peu angoisser. Je me dis, oh là là, une petite panique quand même. En plus, c'est cette petite heure mélancolique quand le soir se prépare, quoi. Moi, je pars au moment où les gens reviennent, quoi. Donc, c'est très bizarre. Je finis par arriver à Mantes-la-Jolie. Et là, bah, il faut qu'il vienne me chercher parce qu'il n'est pas du tout au courant que je suis là et que je suis arrivée. Et donc, je l'appelle. Et je l'appelle. Et je l'appelle. Enfin, il me répond. Et je lui dis salut, Tom. C'est Mariette. On s'est eu tout à l'heure au téléphone. Et je suis venue te voir. Je suis à Mantes-la-Jolie. Il y a un grand silence. Et il me dit ah ouais? Hyper simple, quoi. Ah ouais, enfin... Et je dis, bah ouais, je suis venue te voir. Moi, je fais comme si de rien n'était, hyper contente, comme ça. Et j'ai très envie de voir ton bateau, tout ça, ça m'intéresse. Et il fait, ok, mais t'es où, là? Je dis, bah, je suis à la gare. Et il me dit, c'est toi qui m'appelles là depuis tout à l'heure. Je dis, bah oui, j'attends depuis un petit moment. Mais c'est pas grave, prends ton temps. c'est pas grave si t'as des trucs à faire, tout ça. Mais si tu pouvais venir me chercher, ça serait pas mal. Ou sinon, tu me donnes ton adresse. Je voulais paraître débrouillarde, quoi. Je l'ai vu arriver loin et je l'ai vu me voir. Et après, il a regardé la route. Enfin, il a pas fait hey, et tu vois, genre... Donc, j'ai eu un petit cloups dans le... un petit cloups dans la gorge en disant merde, c'est un étranger.
Il arrive en Land Rover, une grosse voiture, une grosse 4x4, mais un peu défonce, tout ça. Et il est trop beau, quoi. Il est magnifique. Et il s'arrête et il m'ouvre pas la porte. Et il me dit pas bonjour. Enfin, il me dit pas bonjour. Et je suis toute fébrile comme ça, mais il faut surtout pas que je le montre. Il est patiné par un truc un peu noir sur le visage. Il a les mains dégueulasses de cambouis. Son 4x4, il y a plein de trucs partout et c'est pas... T'as l'impression d'entrer dans une carcasse, quoi. C'est pas très rassurant, quoi. Il sent le fer chaud et la sueur. Et je me disais, je pense qu'il y a que moi qui peux aimer cette odeur qui peut-être peut paraître une odeur un peu sale ou de mec spécial, mais moi je trouvais que c'était l'odeur de la virilité totale. Il a vraiment un truc d'un roi, quoi. Enfin, je sais pas, un vrai de vrai. Et c'est vrai que là, je suis vraiment en train de le regarder, quoi. Il m'émerveille totalement. Et j'ai vraiment, vraiment surtout très, très, très envie d'être sa meuf. Parce que la meuf de ce mec-là, c'est la meuf la plus... C'est la reine, quoi. On traverse Mantes-la-Jolie, tout ça, et on se retrouve sur un chemin en petit gravier, puis on descend un tout petit peu, on arrive à la berge. C'était pas du tout des bateaux riches, de riches, donc c'était entre bateaux en plastique, mais il y avait rien de joli, quoi. C'était... ça aurait pu ressembler sans... Enfin, si j'avais su qu'il y avait une nationale, ça aurait pu ressembler à une aire d'autoroute, quoi. Où tout le monde passe, quoi. Où on n'a vraiment pas du tout envie de s'arrêter, ou même quand on n'a pas trop envie de faire un pique-nique, ou alors on trouve un peu les gens tarés de s'asseoir ici pour pique-niquer. Et en fait, là, il y a le bateau qui est juché sur une structure en fer peut-être de 5 mètres de haut. Et il m'a pas trop dit, voilà, on est arrivé, ou voilà, c'est là, ou bienvenue, ou fais comme chez toi, ou voici et tout. Donc, c'est moi qui me dirige vers le bateau. Et je lui ai demandé est-ce que je veux bien le voir, tout ça. Donc, on monte par une échelle. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Au niveau de la place sur le ponton, c'est tout petit. C'était un bateau de 15 mètres de long, un voilier anglais. Hyper joli, très très élégant, mais c'était pas du tout une maison, quoi. C'était pour fendre la mer. C'était donc aérodynamique avec un petit passage de ponton où tu peux mettre tes 2 pieds et tu marches comme ça un peu je sais pas, les pieds l'un devant l'autre. Et à l'intérieur, c'est une petite cabine avec 2 petites banquettes. Et voilà, avec toutes ces trousses d'outils et tout. De toute façon, tout est à peu près tout noir parce qu'il y a de la suie. T'as l'impression que tout est un peu gras, tout ça. T'as l'impression d'être dans un garage de voiture, en dessous de la voiture. C'est pas hyper glamour, quoi. Au fond de la cabine, il y a une petite porte. Et voilà, il dit, ça c'est ma chambre, mais il ouvre pas. Mais donc j'imagine que c'est pas non plus le luxe, quoi. Que ça doit être un tout petit lit. Et tout d'un coup, je me dis, oh là là, mon Dieu, mais il faisait beau, mais je me dis, oh là, quand il va pleuvoir, ça va être... Je voyais rien de douillet, confortable et love, quoi. En fait, il me raconte à ce moment-là que le bateau est à son père et qu'il a fait un tour du monde avec son père, avec ce bateau. Et que du coup, il y a son père qui est charpentier de marine, qui arrive dans un mois. Et je pense qu'il avait un flip total, c'est de pas arriver à reconstruire ce bateau, quoi. Ou moi, je pense prouver à son père que c'était un homme, quoi. Et ouais, c'était une passation de relais, quoi, je pense. Et du coup, on reste sur ce bateau et puis il me propose de boire une bière. Moi, je lui pose plein de questions. Il me pose aucune question, 2 mots sur moi. Je me dis, il doit trouver ça très bizarre. Enfin, il me connaît absolument pas et je fabriquais le moment, je faisais la conversation, je mettais l'ambiance en rigolant et puis en faisant la meuf sympa et la bonne copine, quoi. Il n'y a pas de séduction parce que je comprends pas ses yeux, enfin, comment il me regarde. Parce que surtout, j'ai un trac monstrueux que je dois gérer. À un moment donné, il me dit, tu veux que je te raccompagne? Et je dis, bah,
est-ce que je peux... Non, enfin, est-ce que je peux dormir ici? Parce qu'en plus, je crois qu'il n'y a plus de train. Et il me fait OK. Le moment d'aller dormir s'annonce. Et puis, lui, de toute façon, il était dans un truc de travail où il avait vraiment un but. Et d'ailleurs, des fois, il avait des moments d'absence où je pense qu'il pensait vraiment à tout ce qu'il avait à faire. Et ça l'angoissait beaucoup, je pense. Mais du coup, il se couchait très tôt. Et il se réveillait très tôt. Je crois qu'il me dit juste écoute, je vais me coucher, tu peux te mettre là. Et je crois qu'il m'a pas donné de duvet. Enfin, je me suis retrouvée toute seule à appréhender cette petite banquette. Et je suis ravie, en fait. Je suis très, très, très heureuse. Il me réveille en passant, parce que c'est quand même très petit. Et il me dit, je vais chercher un truc. Tu restes un peu encore? Je dis oui, je reste un peu encore. Donc il dit ok, salut. Et il se casse parce que c'est pas du tout un mec qui fait des courbettes. Donc il s'en va. Et donc moi, je me retrouve toute seule. Et du coup, je prends mon temps pour aller un peu farfouiller dans le bateau, pour voir ce que c'est. J'ouvre sa chambre. Et je dis, oh là là, c'est la fin du bateau. Donc c'est tout petit. Il y a l'espace de mettre un lit de place, mais un tout petit, un lit et demi, quoi. Et c'est pas cracra, il y a rien qui me dégoûte. C'était un peu un test, quoi. Donc je me dis, ok, c'est un mec, c'est pas un enfant. Je sors du bateau, j'examine tous mes points de vue de mon nouveau domaine. Et j'ai l'impression qu'on est quand même un peu loin de tout. On est un peu dans une zone abandonnée, quoi. Milieu d'après-midi, un truc comme ça, il revient. Mais il avait toujours un regard très flou. C'est-à-dire que... Et vraiment, à un moment donné, je me dis, mais est-ce qu'il est myope ou pas? Parce que il me balaye du regard. Et moi, je le regardais tout le temps. Je regardais tout le temps. J'étais tout le temps accrochée à ses mains, à ses yeux. J'essayais de chercher son regard tout le temps. Je devais être hyper chiante. Mais il m'impressionnait. Et puis, il me faisait des trucs. Enfin, ça me faisait rêver, quoi. Un jour, il sort de la douche et il s'essuie les cheveux comme ça. Il est beau, mais tellement beau. Il enlève son t-shirt. J'étais genre, ouh là là, mon Dieu. J'ai l'impression que c'était au ralenti. J'étais assise contre la rambarde du bateau et il balance son t-shirt pour qu'il s'accroche à la rambarde du bateau. Et il s'accroche parfaitement à la rambarde, comme ça. Je me suis répété 3 fois dans la tête ce moment. Et je me dis, c'est pas possible. C'est un vrai de vrai. Et c'était incroyable, je m'inventais rien du tout. Il était subjugant. J'avais un marronnement d'eau à regarder, quoi. C'était vraiment... Ouais. Donc, je m'évanouissais de bonheur, quoi. J'avais raison. Enfin, en fait, dans ces moments-là, j'avais raison. Je rêvais pas. Il était vraiment comme ça, quoi. Il me pose pas de question de pourquoi je reste, en fait. J'ai ni la permission, ni pas la permission. Enfin, il en a vraiment rien à faire. Il est vraiment préoccupé par autre chose. Ça me vexe vachement. Enfin, je me dis, pourquoi est-ce qu'il est... Il s'en fout, quoi. Mais du coup, moi, je m'occupais de moi et il s'occupait de lui. Il parlait pas du tout, mais pas du tout. Des fois, il se tournait vers moi comme un sursaut, comme s'il se réveillait un peu et il me disait « À toi alors ». Il me disait juste « À toi alors, à toi alors ». Comme ça, parce que je pense que c'était des petits sursauts où il se disait que j'étais là, quoi. Et donc, je dis « Bah ouais, moi alors ». Il partait, il m'oubliait. Souvent, plus d'une fois, j'ai été oubliée sur le bateau, à plus savoir comment me débrouiller pour faire pipi. C'était horrible. Il y avait une échelle pour monter au bateau. Et pour pas qu'on puisse remonter dans le bateau, il enlevait l'échelle et il la cachait. Et du coup, moi, j'avais plus d'échelle pour redescendre, quoi, pour commencer ma journée. Donc, je restais cloîtrée dans ce bateau. Et là, vraiment, les heures étaient longues. Je m'ennuie beaucoup, mais je savais ce que c'était le silence. Je me suis dit que je connaissais cette impression, qu'elle était très familière, et je me suis rappelé en fait que cette impression, c'était
ma solitude d'enfant à la maison. Quand moi j'avais 7 ans, mon frère avait 3 ans et j'ai une sœur jumelle qui avait 7 ans aussi. On a passé un été très, 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 très chiant de petite fille bourgeoise où on met un chapeau de paille dans un jardin et tu t'ennuies tout l'après-midi, mais c'est très joli. Ça fait un très joli tableau, mais c'est totalement chiant et désespérant. Mais en tout cas, à la fin de cet été, ma mère vient me voir un matin, elle me réveille et elle me demande si ça me dérange pas de déménager dans une maison de vacances, mais sans repasser par Paris. On est resté dans cette maison de vacances. Enfin, du coup, on s'est reclus. Ma mère, elle nous a gardés. C'est à ce moment-là, je pense, que mes parents se sont séparés et qu'elle a fait, je pense, un suicide social ou impossible de voir son état, quoi. Et donc, on est resté dans cette maison qui est une maison forte du Moyen-Âge, c'est-à-dire avec 2,50 m de murs, donc une forteresse. Mon père est venu le jour de la rentrée, en bon couple, comme ça, il nous souriait, il disait « Regardez comme c'est joli, à la parisienne, là, vous allez vivre à la campagne, ça va être formidable. » Tu parles, il n'y avait que des enfants hyper violents et en tout cas, j'étais la cancre, quoi. Et je pense que ma mère n'a pas supporté Elle m'a retirée de l'école et du coup, j'ai fait les cours à la maison. Du coup, j'étais dans cette maison avec elle. Donc, j'ai plus vu aussi l'état de ma mère. Dans cette maison, elle était toujours dans son bureau, en haut. Et moi, j'étais dans ma chambre. Quand il y a beaucoup de silence, il y a comme un acouphène. Il y a ta présence, il y a la présence de la pièce. Et puis, ça commence à tourner en boucle. Comme ça, les gens appellent ça de l'angoisse et tout. Mais je pense que moi, je comprenais pas ça. Et tu vis avec. Puis, c'est pas de l'angoisse, c'est ton habitude, quoi. À un moment, dans le moment de vie de cette famille, on s'est mis tous à rechercher le regard de quelqu'un d'autre. Moi, je regardais ma sœur, qui cherchait le regard de ma mère, et ma mère cherchait le regard de mon père. Et mon père, je pense qu'on espérait qu'il nous regarde tous. Lui, il avait plein de gens à regarder, et surtout, lui recherchait beaucoup de regards, parce que son métier, c'était la scène. Donc mon père, il regardait beaucoup de gens, et on ne les connaissait pas, ces gens. Par exemple, quand il revenait de voyage, il était évidemment comme un papa aimant ses enfants. Il ramenait plein de cadeaux de l'extérieur, du Pérou, du Caracas, des trucs incroyables et tout. Mais c'était une preuve qu'il arrivait de loin et qu'il avait vécu plein de choses. Et moi, en fait, ça me provoquait énormément de jalousie, en fait. La tante de Tom, c'était tous les jours. Tous les jours pendant 3 semaines, à peu près 3 semaines. Le truc qui revenait tout le temps, c'est pourquoi est-ce que tu l'attends ? Pourquoi est-ce que tu pourrais partir tout de suite, là, maintenant ? Et je m'imaginais un peu des fins dramatiques de moi qui suis partie, puis lui qui revient, je suis pas là. Et en fait, il me court après et tout ça. Ou alors, je me faisais plein de scénarios. Mais en tout cas, pendant toute la journée, je pensais à lui. Je n'étais que sur lui. Je savais même pas où était la première boulangerie ou un supermarché. J'avais un petit livre, je le relisais 36 000 fois. Je tenais le bateau, quoi. Je ramassais les petites feuilles ou la poussière où je rangeais, où j'allais faire la vaisselle dans la salle de bain, tout ça. Et voilà. Et c'était moi qui me mettais à la distance j'avais pas peur de le déranger, mais j'avais peur que l'histoire se termine. Donc je savais qu'il fallait pas trop que je m'en approche non plus, que je l'agace ou qu'il me dise le truc fatal, c'est qu'il me dise bah écoute, là il faut vraiment que tu partes. Donc en fait je jonglais avec surtout pas que ça arrive, quoi, cette phrase, parce que j'aurais été extrêmement triste. Je voulais qu'il tombe amoureux de moi, quoi. Tom avait aucun signe d'intérêt pour moi. J'avais vraiment aucun signe, il ne parlait pas du tout. Mais moi, je me demandais, à partir, je sais pas, peut-être à partir de 2 semaines, un truc comme ça, je me suis dit, il faut qu'un truc se passe là, parce qu'on va s'ennuyer, déjà. Il va commencer à s'ennuyer de moi, et moi, je vais commencer peut-être à m'ennuyer de lui. Et du coup, parce que j'avais envie que ce voyage et ce truc fragile et hyper fort en même temps se brise pas, quoi.
faut qu'il me capte là, sans que ça soit moi tout le temps qui vienne le chercher, puisque je commençais à être un peu vexée, ça faisait longtemps que je lui tournais autour en train de le regarder avec mes yeux de Merlan-Free là. Les seuls amis de Tom, c'était un couple en face qui avait un bateau qui était amarré, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un petit remorqueur tout petit, avec une toute petite cabine. Et le couple, c'était un Allemand d'une 40aine d'années, hyper grand, hyper baraque, qui était à peu près tout le temps torse nu. Et sa femme, totalement soumise, qui était très gentille. Et donc, Tom allait de temps en temps déjeuner ou dîner. Et un jour, j'étais trop contente parce qu'il m'a emmenée avec lui. Il m'a proposé de venir déjeuner avec lui sur ce bateau. Et progressivement, on est allé de plus en plus les voir. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'allemand commençait à être de plus en plus démonstratif pour moi. Et tous les trois, la femme, Tom et moi, on s'en apercevait de plus en plus. C'était un peu gênant. Et un jour, il y a cet Allemand qui nous invite, parce qu'il nous faisait la pub de son bateau depuis très très longtemps, un remorqueur, pas sur celui où il habitait, un remorqueur qui était sur un lac dans une forêt. On y va, on prend sa moto et on y va. Tom est à l'avant avec un casque et moi j'en ai pas. Et ça va très 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 vite, on va très 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 vite. Et je m'accroche à lui et je pense que c'est la première fois que je m'accroche à lui, quoi. Enfin, j'ai un contact et on roule très très vite. Et on arrive à une forêt. Et au milieu de cette forêt, il y avait un petit lac. Et ce bateau planté au milieu, tout rouillé, comme ça. Et du coup, il siffle. Et là, il y a l'Allemand qui sort de la cabine avec son labrador et qui vient nous chercher en barque, torse nu. C'était une image sublime, mais en même temps, j'étais mais qu'est-ce qu'il a torse nu là? Il fait pas si chaud que ça, mais bon. Il arrive en barque tout doucement, comme ça. Et je me dis, oulala. Évidemment, je pouvais pas du tout partager mon hésitation. Et du coup, je monte sur la barque avec Tom, le chien et l'Allemand. Et on va au bateau. Et on passe une après-midi entière sur ce bateau. L'Allemand commence à faire des va-et-vient, c'est-à-dire dès que j'ai plus Tom dans le champ de vision, il vient me voir, il me parle, il fait son crâneur et tout. Je sais pas, il commence à mettre des mains assez fraternelles, mais dans le contexte. Et à un moment, il y a Tom qui le voit et sans me le dire, il prend ma main et c'est lui qui me caresse tout en parlant à l'allemand. Il me caresse le dos, il me caresse les épaules. Il fait des signes d'amoureux, ça a l'air très 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 naturel pour lui. C'est absolument génial. C'est incroyable. Et moi, je ne bouge surtout pas. Je ne bouge pas et je suis en train de comprendre si c'est vrai ou faux, si c'est du jeu, si c'est de la comédie. Et je me dis, c'est pas possible. C'est beaucoup trop naturel et beaucoup trop bon, quoi. C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Et puis, je meurs si c'est pour de faux, quoi. Et je pense que je me suis dit aussi, si c'est pour de faux, je meurs et je me casse, quoi. Je peux pas supporter. Donc on reprend la moto et on retourne dans nos appartements. C'était très 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 agréable d'ailleurs ça de retourner ensemble à un endroit commun. Du coup on est revenu sur le bateau. Il va se coucher dans sa cabine et moi je me sens un peu tristoune parce que je pensais que il en profiterait en fait, ou c'était l'élément déclencheur pour moi, mais pour lui ça fait pas l'air. Du coup, j'essaye de m'endormir toute seule sur ma banquette et j'interromps pas trop longtemps. Et là, je vais toquer à sa porte. Il me répond pas. J'ouvre la porte. J'ai pas vraiment envie de parler. Je me souviens qu'il me regarde et lui non plus me pose aucune question. Je me souviens qu'on s'est regardé quand même pas mal de temps. Moi, j'ai
J'avais aucune honte, aucune gêne. On s'est regardé et je me suis approchée et il m'a embrassée. Et après, on a fait l'amour. Et c'était très bien. Et je trouvais d'ailleurs qu'il avait encore, même si c'était absolument génial et tout ce que j'avais imaginé, l'air absent. Il était avec moi parce que les corps étaient géniaux ensemble, mais il avait l'air de surveiller quelque chose. Et on s'est réveillés totalement blottis. Encore une fois, j'osais pas bouger. Il avait ses gros bras sur moi et c'était absolument paradisiaque. Et j'avais comme l'impression d'avoir réussi quelque chose. Et je me souviens qu'il m'a fait des câlins, qu'il était très tendre et qu'il recevait mes câlins. Et je crois que j'ai joué un peu à dire est-ce que je te fais un café à jouer la femme et lui. Et tout d'un coup, j'avais envie de le protéger. Et puis on est descendu comme ça du bateau. On n'a pas parlé du tout. Et en fait, c'était bien. C'était vachement bien. Un jour, il me dit, moi, je dois aller à Paris. Je pense pas que ça soit très intéressant pour toi de rester ici. Et je dis, non, 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 non. Ok. Et tout d'un coup, je commence à penser que on va aller à Paris tous les deux. Donc, je suis hyper contente. Je suis très, très fière. C'était les vacances, donc il y avait beaucoup de gens pas là. J'appelle mes amis, puis il y a une copine qui était à Paris. Et donc, je lui dis, oh là là, ça y est, j'ai l'homme de ma vie et tout. C'est incroyable. Il faut absolument que je te raconte. C'est hallucinant. Tu peux même pas imaginer qui il est. Il est incroyable. Je lui dis, bah, si tu veux, on boit un verre tous les trois et tout ça. Tom nous retrouve un peu plus tard. Et j'ai eu le temps de dire à mon amie tout ce qui s'est passé, tout ça. Elle me trouve totalement zinzin. Donc pour elle, c'est d'une naïveté absolument totale, quoi. Et j'arrive pas à lui faire comprendre que c'est mon gars, quoi. C'est sûr, mais les jours où il partait, qu'est-ce qu'il faisait, tout ça. Elle commence à me poser des questions un peu pragmatiques et j'y avais pas parce que c'est vrai que je comprenais pas trop ce qu'il faisait. Et du coup, Tom arrive et il a ses mains pleines de cambouis, sa gueule de celle que je connaissais un peu. Il devait être allé dans son atelier. Et donc, il a pas une très bonne apparence, quoi. Il est cracra. Mais moi, je trouve qu'il est sexy. Et du coup, je suis hyper fière et je fais tadam, mais pas dans ma tête, évidemment. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un émerveillement. Et en fait, pas du tout. Il est très, très gêné. Il a des rires que je lui connaissais pas. Et je le trouve un peu handicapé. Enfin, et ma copine commence à être un peu sèche, tout ça. Et du coup, moi, je fais le lien entre les deux et tout. J'ai l'impression d'apporter des petits fours en courant et tout, et de m'activer pour que tout se passe bien, que pour que ça soit agréable. Mais ça a l'air de coller, quoi. Et les deux sont en mode lion. Et c'est pas très agréable, quoi. Tom part parce qu'il avait un copain à aller voir. Et du coup, je reste toute seule avec... Ah, il y avait une autre fille, il y avait une amie à elle. Donc on reste toutes les trois. Et elles se sont mis toutes les deux à me dire, mais il est totalement fou, Mariette. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec? Il est totalement fou. Mais t'as vu ses mains? Mais t'as vu comment il parle? Mais il parle, enfin, c'est pas possible, quoi. Et elle commence à me faire flipper. Et j'ai dit, enfin, absolument pas. Si c'est ses mains que tu trouves folles, bah ouais, elles sont géniales, ces mains. Et moi, j'aime bien cette folie, c'est pas grave. Mais quand même, je me dis, ok. Et je me rends compte aussi que peut-être qu'elle voit des choses que je vois pas, parce que moi, je suis embrumée, quoi. Peut-être que je vois pas net, quoi. Et donc voilà. Et je le retrouve. On se réveille le lendemain matin. Il se réveille aussi. Il part comme à son habitude, sans m'expliquer où et pourquoi. Et je sais pas, je commençais à me faire un peu une parano. Je commençais à tout regarder du même œil que mon ami. Je me dis,
méfiance. Et du coup, je trouve les choses, effectivement, il y a des petites choses pas nettes ou je sais pas, j'ai comme un filtre de ce qu'elle m'a dit. Il y a son portable qui est sur le bateau, il l'a oublié. Et il avait beaucoup de portables, quoi. Il changeait pas mal. Je pouvais pas m'en empêcher. Je me suis dit que dans ce portable, j'allais avoir une vérité, un truc. J'étais un peu fatiguée et j'avais envie d'y voir clair, quoi. J'avais envie soit de tomber amoureuse, soit prendre mes clics et mes claques et pleurer. Il y avait son portable, j'ai regardé à l'intérieur. Et là, je me suis aperçue que il avait plein de petites discussions avec pas mal de filles. Ça m'a sidérée. Un truc très commun, alors que j'avais l'impression de vivre l'exceptionnel. Et finalement, c'était... tout m'est devenu un peu... Enfin, le bruit de la nationale est devenu un bruit d'autoroute. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup stressée. Je savais plus quoi faire, plus qu'à faire de moi de ce que j'avais fait. Et je me suis dit, quand même, t'as pas mal inventé, quoi. Tu devrais savoir que c'est un séducteur. Ou... En tout cas, le côté mystérieux et secret, il prenait une autre ampleur, quoi. Donc, je l'ai attendu qu'il revienne. Il est revenu. Et je lui ai dit que j'allais prendre un train pour aller à Paris, que je rentrais. Il m'a pas demandé si je rentrais pour 3 jours ou si j'allais revenir, parce qu'il était totalement muet tout le temps. Et donc, il m'a accompagnée à la gare. J'avais envie de lui dire tellement de choses, tellement, mais je savais pas comment. Et ça allait être aussi long que tout le mois que j'avais passé. Et donc, on est resté muets. Je sais pas s'il se rendait compte, mais en tout cas, moi, je partais. Et donc, j'ai pris mon billet. Je lui dis au revoir. On n'a jamais été très tendre. Donc, lui aussi tenait le cap, je pense, de l'homme viril. Donc, il m'a dit ciao. J'ai attendu un peu dans la gare. Moi, j'avais pas d'autre. Je savais que je voulais partir. Je sais pas pourquoi. J'étais très, très énervée. Mais pas des textos de tout. En fait, j'ai eu très peur, quoi, d'avoir tout inventé, tout ça. Et je me trouvais beaucoup plus folle que lui. Enfin, voilà. Mais avant que le train arrive, j'avais envie de revoir la petite place et je vais juste faire un petit coup comme ça pour revoir. Et il était encore là. Il s'était mis au café d'en face et en fait, je pense que ça faisait depuis 20 minutes qu'il devait me voir parce que je me suis rendu compte que il me voyait pas très bien, mais on était en ligne de mire, quoi. Et c'est horrible parce que là, pour le coup, c'est moi qui avais envie de le protéger. Je le voyais en train de me regarder et je me trouvais vraiment bien cinglée, quoi. Et j'avais beaucoup de peine pour lui. Et je me souviens très bien d'avoir quand même réfléchi à savoir s'il fallait que je lui dise au revoir ou pas, s'il savait que je partais vraiment. Mais je l'ai pas fait. Et je suis montée dans mon train. Je me suis rendu compte que vraiment je m'efforçais à penser à rien. Et je suis partie et je crois que tout était rempli, quoi. Je pouvais pas faire plus, je crois. Et du coup, je le laissais avec son bateau à sec et son père qui arrivait, sans doute, pour vérifier si c'était bien un homme. Et moi, je repartais, je pense, avec l'idée de ce que c'est un homme. Voilà. En fait, il m'a appelé une fois quand je suis revenue à Paris parce que ça faisait 2-3 jours que il me voyait, enfin, il avait pas de nouvelles. Et il y a eu un échange hyper simple où il m'a dit tu vas rentrer et je lui ai dit non, je vais pas rentrer, je reviendrai pas, j'ai mes trucs, tout ça. Je parle de ma vie de parisienne, quoi. Et je comprends pas en fait que il avait pas compris le départ, quoi. Et il m'a répondu
Ah ok, bon bah à bientôt ou un truc comme ça. Quelques années après, 2-3 ans après, j'habite à Paris et je sors dans la rue et là il y a le bruit de la moto de Tom que j'entendais régulièrement, mais c'était toujours un autre garçon. Et là, j'entends ce bruit et je me retourne et il est dessus. Il y a Tom en moto en face de moi et du coup, je fonce vers lui et je lui fais un bonjour à la parisienne, quoi. Un peu désinvolte, mais très, très, très contente quand même. J'avais un tout petit peu honte. J'ai l'impression qu'il se souvenait plus de moi. Donc j'ai très très peur de vraiment réellement avoir tout inventé et tout mon émotion juste qu'elle vienne juste de moi, quoi. Moi j'étais très contente de le voir. J'étais très 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 contente. Puis il était hyper beau. Encore. Et donc il enlève son casque et il est très froid. Il est très très distant. Et du coup je le retiens un peu et je lui dis est-ce que tu veux prendre un café parce que je sais pas si t'as du temps. Et il accepte. Donc on se met dans un café à côté. Et puis, c'est un peu verrouillé, quoi. On n'est pas très à l'aise. Moi, je le regarde quand même avec des yeux de Merlan Free. Je trouve encore une fois très, très, très beau. Et lui, il n'a pas changé du tout, du tout. Et moi, je crois que j'ai un petit peu changé, peut-être un peu plus de... Je vais beaucoup mieux que quand je l'avais rencontré. Et à un moment donné, je lui dis, tu sais, j'aimerais bien écrire... Notre histoire, est-ce que tu t'en souviens? Il y a ouais, l'histoire, Ah, quand t'es venu sur le bateau, là? Je dis ouais. Bah oui, je suis venue sur le bateau, oui, cette fois-ci là. Et dans ma tête, je me dis ouais, bah, quand je suis tombée amoureuse de toi et que apparemment t'es tombée amoureuse de moi ou je sais pas. Et du coup là, il y a un doute et je me dis mais Tom, oui, je voudrais te poser des questions. Je voudrais savoir ce que t'as vu de moi, enfin ce dont tu te souviens et je voudrais avoir ta version. Et du coup, la première question que je lui pose très vite, parce que j'avais vraiment très très envie de lui poser, je lui demande mais j'étais qui pour toi en fait Et il me répond t'étais ma meuf quoi. Et j'ai été extrêmement 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 triste et on a terminé notre bière et en plus il a terminé par le fait et il m'a dit que j'étais très belle. Il m'a dit ça. Il m'a dit non, t'es belle. Et voilà. Et je crois que son taux d'expression a été en 5 minutes beaucoup plus grand que 1 mois et demi avec lui. Et donc on s'est dit au revoir. Et voilà. Il est reparti. Je crois que aussi j'ai dû aussi peut-être un peu lui apprendre ce que c'était de tomber amoureux, parce qu'on a fait une grande valse quand même. Et puis moi aussi, je me suis appris à comment avoir une confiance. Et j'ai décidé de tout, y compris partir. Mais il était aussi avec moi, quoi. Et moi, j'avais pas du tout compris tout ça. Je pense que j'ai fait, c'était un acte isolé dans ma vie. C'était une bulle, c'était une parenthèse. Des fois, je pense qu'on fait des pauses au moment où on balance les limites, où on explose. C'est des apartés, en fait. Moi, j'aime bien qu'on puisse faire ça. Ça me rassure beaucoup qu'on puisse faire des pauses comme ça. Où on est soi-même, finalement, mais on est dans un petit chemin à côté, quoi. Où on se regarde, sans se regarder, parce que j'avais pas du tout conscience de faire un travail sur moi-même. C'est après, avec du recul, où je me dis, ça a été un moment où j'ai fait un travail. Mais au moment où je le vivais, c'était un moment de vie. C'était la vie. Moi, je pense que c'est des gens très conscients qui font des trucs comme ça. C'était un épisode de Caroline Gillet. Lola Costantini était à la réalisation, Maxime Daoud a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Transfert est une production Louis Média pour Slate.fr. J'espère que cette histoire vous a plu et en attendant la prochaine, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous gratuitement sur iTunes et laissez-nous de gentils commentaires
Écoutez-nous sur SoundCloud, sur Audible, Overcast ou n'importe quelle appli. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de Slate et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast@slate.fr. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.